à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Duo Politique version confinement. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'allocution du Premier ministre hier. Mais avant toute chose, je vais vous présenter nos trois intervenants qui nous accompagnent pour justement discuter de ce sujet. Alors, nous avons Nicolas Vidal, rédacteur en chef de Putsch Média. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons Juan José Dorado pour nous accompagner, notre correspondant journaliste. Bonjour. Buenos días a todos, hola. Buenos días. Et nous avons Stéphane Tiki, notre chroniqueur politique. Bonjour à tous et à toutes. Alors, comment allez-vous aujourd'hui ? 43e jour de confinement, donc c'est bon, ça y est, on est habitué, hein. Alors, pour commencer, bien évidemment, comme je le précisais, nous allons revenir sur l'allocution de notre Premier ministre Édouard Philippe qui s'est adressé aux députés à l'Assemblée nationale hier après-midi. Alors, dans un premier temps, je vais m'adresser à Nicolas Vidal. Quel a été votre premier sentiment concernant justement cette allocution qui a duré quand même une bonne heure? Oui, ben moi je l'ai écouté, comme beaucoup de Françaises et de Français. J'étais marbré, scellé dans mon canapé pendant une heure à écouter égrener Édouard Philippe les mesures. On était entre la contrition et la catalogue de mesures. C'était aussi le déconfinement semi-obligatoire finalement sur la base d'une moitié de volontariat. Donc on était là-dessus. Et puis après, moi j'ai bien aimé aussi la méthodologie de la gommette avec les régions vertes et les régions rouges. On aura peut-être une météo Covid chaque soir. On reviendra là-dessus justement. Ouais. Donc non, concrètement, pour être un peu plus sérieux là-dessus, c'est vrai que bon, il y a quand même il y a quand même des angles morts dans ces mesures. Mais j'ai vu quand même moi un Édouard Philippe. C'est la première fois que je le vois, je l'ai remarqué, je l'ai encore vu tout à l'heure devant le Sénat. Je l'ai quand même assez vu préoccupé, Édouard Philippe, tendu, et je pense que la situation ne doit pas être facile du tout. Je n'aimerais pas être à sa place. Mais pour ce qui concerne les mesures, on va en parler. Mais les réouvertures des écoles, les maires, tout ça, et on va en parler. Et très sincèrement, quand on va rentrer dans le détail, on va se rendre compte que ce qui a été annoncé hier, ça va être compliqué de mettre ça en place. Et la bombe Kawasaki va pas arranger les choses. Effectivement. Alors, Juan José, moi, évidemment, la question que je vous pose là pour l'instant, c'est vraiment sur la forme. Clairement, qu'est-ce que vous avez ressenti quand, effectivement, vous avez écouté notre Premier ministre justement énoncer toutes ces mesures qu'a évoquées brièvement Nicolas? Ben écoutez, il était dans son rôle, il était le méchant flic. Donc vous avez Emmanuel Macron, le président de la République, qui est le flic sympa, qui vous dit à partir du 11 mai, vous allez pouvoir sortir, les écoles vont commencer, les gamins vont rentrer dans les collèges, dans les lycées, et puis vous avez derrière, et c'est systématique, Édouard Philippe, le Premier ministre, qui joue le méchant flic et qui vient dire oui, mais attention, vous allez pouvoir faire ceci, mais pas cela. Tout ce que le président n'a pas explicité, c'est à lui de jouer le méchant flic. Il a encore fait superbement hier. Et puis, comme il l'a dit à un moment de son passage, on va retrouver la liberté, mais une liberté surveillée. Donc, sur la clarté, rien d'étonnant à ce qu'il a dit. Sur les mesures, on va les étudier, comme a dit Nicolas, et on verra que ça va être compliqué pour un certain nombre de ces mesures. Et encore une fois, donc, il était dans son rôle, le méchant flic, c'est lui qui nous dit « Attention, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, on va taper ». Donc, effectivement, pour vous, c'est le méchant flic. Stéphane Tiki, vous, de votre côté, par rapport à Emmanuel Macron, quel est votre sentiment? Comment vous l'avez ressenti, justement? Écoutez, je partage tout à fait l'avis de Nicolas et de Juan. Je pense que c'est d'ailleurs lié à l'histoire de cette Ve République, avec cette fameuse répartition des tâches, le président qui annonce les bonnes nouvelles et le Premier ministre qui annonce les mauvaises nouvelles. Voilà, c'est la cinquième, on était habitué depuis déjà 58, donc voilà. Ensuite, sur les discours hier du Premier ministre, je trouve qu'il était dans son rôle. Il a égrené effectivement toutes ces mesures. Maintenant, pour aller dans le sens de Nicolas et de Juan, moi je suis plutôt inquiet sur l'application des mesures, de comment elles vont être mises en place. Et surtout, il y a une chose pour aller un peu plus loin que Juan dans son propos, c'était de dire que c'est vrai que le Premier ministre a dit que normalement, à partir du 11 mai, on garde la liberté, mais qu'elle sera contrôlée. Mais au-delà de ça, il a surtout dit, le Premier ministre, que si jamais les gens ne respectent pas le confinement aujourd'hui jusqu'au 7 mai, le 11 mai peut être à nouveau décalé. Donc ça ouvre aussi une partie, parce qu'il
il y a une partie, effectivement, on peut critiquer le gouvernement et le Premier ministre, mais il y a aussi une partie sur la responsabilité des uns et des autres. Et c'est vrai que quand on voit les images de ce qui s'est passé il y a quelques jours à Montmartre, on se dit que certains qui vivent déjà dans un déconfinement, bah, malheureusement, c'est de l'égoïsme parce que ça va pouvoir entraîner que des gens qui, comme nous tous, respectant le confinement, voient leur confinement prolongé. Effectivement, quand on voit ce qui s'est passé à Montmartre et quelques centaines de mètres un peu plus loin dans le 18e arrondissement à Barbès, là, c'était vraiment deux vies qui se côtoyaient. Et alors vraiment, les mesures et les comportements justement de la police n'avaient, mais alors strictement rien à voir. Donc j'en profite pour le souligner. Franchement, on va dire ce qui est. Ils ont averti les gens de rentrer bien gentiment à Montmartre. Et du côté de Barbès, c'était un petit peu plus musclé. Donc vous, selon vous, effectivement, le président de la République, lui, quand il s'est adressé aux Français, c'était plutôt évasif et effectivement, le Premier ministre Édouard Philippe, donc, a été vraiment un peu plus précis et donc il était dans son rôle. Il a parlé justement de trois axes. Ces trois axes, c'est protéger, tester, isoler. Qu'est-ce que ça vous a inspiré justement, Nicolas? Bon. Ouais, bah oui, bah peut-être effectivement. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est ce que disait Raoult depuis le début. C'est assez intéressant. Oui. Bon, après, j'y ai pensé aussi, effectivement. Je veux bien qu'on protège, qu'on isole et qu'on garde, je ne sais pas quel terme on a utilisé, une espèce de triade magique de la résolution somptueuse. Mais à un moment donné aussi, il faut quand même se dire que ces gens-là, Stéphane a raison de le dire, il faut que chacun respecte en responsabilité le confinement. Mais sur l'affaire des masques, cette affaire des masques aujourd'hui, elle a précipité le gouvernement dans la ville de la République parce que nous a menti sur l'affaire des masques dès le début. Et à un moment donné, quand vous déclarez des choses parce que vous n'avez pas les moyens de mettre en place toute une série de distributions de masques, notamment, on ne parlera pas des respirateurs et d'autres, mais comment voulez-vous que les Français croient à ce que vous racontez après? Il y a une fracture énorme, c'est le champ du cygne de la parole publique et politique. Et effectivement. Et aujourd'hui, et je finis, pardon Audrey, sur le confinement, il faut se rendre compte que ce confinement aujourd'hui, on est enfermé, pourquoi? Parce que le gouvernement ne sait pas ou n'a pas pu finalement amortir la crise. On me dira, oui, vous ne pouvez pas la prévoir, mais on aurait pu l'amortir, on aurait pu la juguler et on n'était pas armé. Et on sait qu'on n'était pas armé. D'ailleurs, professeur Salomon, on l'avait déjà déclaré dans une note qu'on n'était pas armé face à une pandémie. Donc, tous ces gens savaient qu'on n'était pas armé pour une pandémie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On nous enferme chez nous en disant, alors attendez, on va vous trouver une petite solution. Par contre, vous allez rester 2 mois et demi à la maison. Donc, l'union nationale, ça va pas être possible. Et heureusement que les Français, et j'ajoute une dernière chose, heureusement que les Français ont quand même un peuple avec de l'allure et de l'allant avec cette formidable solidarité des gens qui font des masques. Enfin, c'est absolument incroyable. L'État ne peut pas aujourd'hui accéder à tous les demandes de masques que les gens sont obligés aujourd'hui de se serrer les coudes entre eux dans les territoires et dans les villes pour pouvoir essayer de se pourvoir en masques et de se protéger surtout. Alors justement, j'en profitais pour rebondir sur vos propos. Le Premier ministre a vaguement justement fait allusion à ce problème de masque et pour cause. Il cherche à éluder la question, mais il avait effectivement cherché à rendre hommage aux personnes qui ont fait preuve de créativité, d'ingéniosité et qui ont donné beaucoup de leur temps, en tout cas pour chercher à trouver une solution. Concernant les tests, il annonce, en tout cas, il prévoit 700 000 tests par semaine. Il a expliqué la raison de 700 000 tests. Qu'en pensez-vous, Juan José? Bah écoutez, il n'y a que ceux qui veulent le croire qui peuvent le croire. Vous savez, il y a à peine 10 jours, le Premier ministre et le Président de la République nous disaient que l'objectif pour le mois de mai, plutôt vers fin mai, c'était de faire 500 000 tests par semaine. Maintenant, c'est 700 000 tests et ils vont le faire début mai. Donc, je ne sais pas si est-ce qu'ils ont trouvé très rapidement les tests qu'il manquait ou est-ce que tout simplement c'est un vœu pieux qu'ils disent parce que effectivement il faut protéger, il faut tester, il faut isoler. Donc, je ne crois pas trop à ce chiffre des 700 000 tests. Et puis, est-ce qu'on va les avoir? Et puis, comment est-ce qu'on va tester tout le monde? D'abord, le personnel sanitaire, ceux qui sont dans les hôpitaux, les enfants qui vont aller dans les écoles. C'est pas
plus pas très clair encore la façon Exactement, de je vais revenir procéder. là-dessus. Quelque part, et je termine avec ça, quelque part, avec cette idée de déconfinement à partir du 11 mai, un déconfinement en liberté surveillée et le manque des tests, parce qu'on sait qu'il manque des tests encore en France, je pense que petit à petit, le gouvernement, en fait, va nous faire sortir et on va aller chercher quelque part cette immunité collective dont on nous parle depuis des semaines, même si on sait qu'aujourd'hui en France, ce n'est que 6% de la population qui est immunisée contre le coronavirus. Donc, les tests, 700 000 par semaine, sincèrement, je ne crois pas trop. Il y a un chiffre, et je termine, qui a été donné par l'OCDE, qui a été publié avant-hier, le nombre de tests effectués par les différents pays membres de l'OCDE, et on voit effectivement que le rythme des tests qu'il faudrait pour pouvoir arriver à tout le monde n'est pas prêt d'être réussi. Donc, je ne crois pas trop encore aujourd'hui à ce nombre de 700 000 qui a été annoncé par le Premier ministre. Alors, Stéphane Tiki, pour la troisième, en tout cas pour le troisième axe de cette stratégie, c'est isoler. Beaucoup de médecins, en tout cas, soutiennent la thèse qu'il y aura probablement un reconfinement. Alors justement, il disait que lorsque une personne serait testée positive, dans ce cas-là, effectivement, elle serait justement isolée, elle serait remise en confinement, et comme ça permettrait en tout cas de ne pas confiner en tout cas toute la population. Et justement, après, il a abordé ces questions dont vous avez parlé, Nicolas, au tout début, des différents codes de couleurs avec les codes rouges et les codes verts des départements par rapport à la propagation du virus. Vous, qu'est-ce que vous pensez en tout cas d'un potentiel reconfinement? Évidemment, j'extrapole puisqu'on n'est même pas encore sorti du premier confinement. Mais en tout cas, beaucoup de médecins en parlent. J'allais dire, vous m'inquiétez parce qu'on est déjà dans une phase de reconfinement alors qu'on n'a même pas terminé la première qui est de ce déconfinement. Beaucoup de médecins en parlent. Écoutez, moi, pour être même peut-être un peu plus trash dès le départ, s'il y a une phase de reconfinement, moi, je vois pas l'intérêt de déconfiner. Hein, parce que si c'est pour déconfiner, pour être confiné, franchement, autant être déconfiné totalement et commencer à vivre normalement. Par rapport à la question que vous m'avez posée, la question, c'est ce que disait tout à l'heure Juan, c'est au niveau des tests. Est-ce qu'il y aura-t-il assez de tests pour le suffisamment nombre de personnes? Parce que moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et c'est vrai que si on va pas en débattre, mais Nicolas avait à 100% raison, quand on écoute la cacophonie du gouvernement, notamment un coup, il ne faut pas mettre de masque, un coup, il faut en mettre, un coup, c'est pas nécessaire, un coup, c'est nécessaire. Là, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et là, on nous dit 700 000 tests. Bah, j'espère qu'on pourra les taire. N'oublions pas quand même qu'il y a 65 millions d'habitants. Donc, est-ce qu'on sera suffisamment de personnes testées? Et puis même, si je vais dans votre sens et qu'il y avait un reconfinement et qu'une personne était positive, étant donné qu'une personne peut habiter avec sa famille, comment on fait? Parce que ça veut dire que la famille, du coup, elle doit quitter le logement et que la personne reconfinée va loger tout seul. Quelle solution on apporte? Donc, pour moi, c'est pareil que maintenant. Bah oui, pareil que maintenant. La seule différence, il l'a dit lui-même. La seule différence avec maintenant, c'est que là où vous êtes confiné, en n'étant pas positif, en espérant que ceux qui sont autour de vous ne soient pas positifs. Alors, si vous revenez dans la maison après avoir été testé et que vous êtes positif et que les autres autour de vous ne sont pas positifs, vous contaminez ceux qui sont autour de vous. On est bien d'accord. Ce n'est pas la même chose. On est bien d'accord. Mais ce sont les propos de notre Premier ministre. Alors, pardonnez-moi de vous couper, Stéphane. Oui. C'était juste pour dire que les mesures sont toujours imprécises. Comme disait tout à l'heure Nicolas, on a beaucoup de mesures et on a beaucoup de choses qui sont dites, même pour les écoles. On ne comprend pas, ouverture des crèches, oui, mais ouverture des écoles, pas totalement sur la base du volontariat, pas ouverture de lycées ni ouverture des collèges. En revanche, les lycéens sont quand même peut-être plus aptes à respecter des mesures barrières que les enfants. Donc, pourquoi sur le volontariat? Il y a toutes ces questions-là qui sont... Je voulais juste interroger Nicolas parce qu'il doit partir d'ici 5 minutes et donc vraiment j'ai quelques minutes pour lui poser une question qui vraiment et que je vous poserai aussi à vous. Tout à l'heure, Stéphane Tiki, vous avez dit quel est l'intérêt justement de faire un déconfinement, mais justement la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est un rapport justement avec l'économie? Parce que le Premier ministre a clairement parlé d'écroulement économique, alors qu'en plus il se vante de ne pas être hyperbolique dans ses propos.
Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Ben, cette histoire de refaire rentrer les élèves à l'école, c'est absolument l'idée même du décrochage scolaire. On nous a dit, si on ne fait pas rentrer les élèves à l'école, une partie, on les perdra. On a déjà perdu 5 à 10%. Oui, ça aussi, c'est une raison. Accordons-lui le bénéfice du doute. Et sinon, on aura un décrochage scolaire, machin. Mais c'est un alibi grossier, absolument grossier, qui me fait penser à un papier cadeau mal déchiré, mal emballé. En fait, dedans, on voit le cadeau, on voit même, pourtant, c'est pas un cadeau, là, pour le coup. Et en plus, quand on voit, l'expression, le ministre Blanquer qui s'embourbe dans une expression de novlangue jamais atteinte dans un gouvernement, dans un exécutif, on comprend. Il n'a pas de réponse précise. Oui, il n'a pas de réponse précise. Non, parce que la réalité, pour être plus clair là-dessus et plus tranchant, c'est que oui, on veut faire rentrer les plus jeunes à l'école pour libérer les parents qui sont confinés actuellement dans les trucs, pour essayer de faire reprendre l'économie. Mais tout ça, alors qu'est-ce qu'on veut faire en fait? On va peut-être sacrifier sur l'autel de l'économie combien 100, 200, 300, 400, 500 parents qui pourraient être gravement touchés le Covid. Donc je crois qu'il faut avoir la langue de la clarté. J'ai écouté encore Jean-Michel Blanquer il y a 10 minutes avant de prendre l'antenne ici sur Sénat. Il est incapable de l'expliquer. Mais Jean-Michel Blanquer est incapable d'expliquer concrètement, très factuellement, pourquoi on fait reprendre les écoles. Donc il nous met le lien, la passerelle sociale. Oui, faire entrer les enfants à l'école, c'est social, et puis faire reprendre l'économie, c'est social. Et puis il parle dans des explications, mais il s'embourbe, il s'enterre, c'est incroyable. Si, il a répondu à la députée des Hauts-de-Seine, Elsa Faucillon, lorsqu'elle lui a posé cette même question sur justement les mesures barrières, sur les craintes, en tout cas de tout le corps professoral. Il a dit, si vous avez une meilleure solution, donnez-la. Voilà, comme ça c'est clair. Oui, c'est les masques. C'est les masques et les tests. Alors c'est simple. Sauf que de solution. Sauf que ça sera pas possible, en tout cas pour les tout petits. Donc voilà. En tout cas, il faut leur porter un crédit parce que exactement. Je me permets, pour porter un crédit, c'est vrai que la maladie, je finis là-dessus et je m'arrête, mais c'est vrai que pour porter un peu crédit au gouvernement, c'est par exemple l'histoire de la bombe, ce qu'on appelle la bombe sanitaire Kawasaki, ça on pouvait pas le prévoir. Donc il y a aussi des graviers qui se mettent dans la machine, qui déjà tournaient mal, et effectivement tout ça donne cocktail explosif. Voilà. En tout cas, merci Nicolas. Je vous libère un petit peu plus tôt exceptionnellement, puisque nous savons que vous êtes en tout cas très pris. Je vais terminer en tout cas avec Juan Rosé et Dorado et Stéphane Tiquet, parce que effectivement, je veux avoir votre avis concernant en tout cas ce prétexte économique. Parce que clairement, au revoir, chers amis, en tout cas. Je me permets de repartir comme ça. Au revoir. À très bientôt. Débattez bien pour moi, chers amis. Je vous ai pas dit au revoir. Autant pour moi. Salut. Revoir, merci beaucoup. Au revoir. Donc, Juan Rosé, effectivement, je voulais revenir sur cette expression d'Édouard Philippe quand il a dit nous sommes dans un écroulement économique. Sauf que quand on regarde le contenu de son allocution, clairement, c'est un peu le flou artistique au niveau des mesures qui seraient éventuellement prises en faveur justement des PME, des TPE. Enfin bref, on se pose vraiment la question comment ils vont s'en sortir. La ministre du Travail avait l'air plutôt confiante. Je veux dire, les patrons, finalement, comment vont-ils payer le chômage technique pour leurs employés? Enfin, en tout cas, ces réponses-là, on les a pas eues. Qu'en pensez-vous? Alors, ce n'est pas un prétexte économique, hein, c'est la réalité. Il faut réactiver la machine économique en France parce que vous avez d'un côté, il y a des mesures qui ont été déjà prises, donc jusqu'à cette semaine, c'est-à-dire à peu près un plan des 200 millions d'euros qui ont été entre guillemets débloqués ou prêtés par l'État aux différents secteurs de l'économie. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une réalité. Déjà, ce que disait Nicolas Vidal, c'est vrai, il faut faire rentrer les petits de façon qu'on puisse libérer les parents pour aller au travail, mais pourquoi pas faire rentrer tout le monde, sachant que effectivement les enfants au lycée peuvent aussi faire des gestes barrières parce qu'ils sont beaucoup plus grands, peuvent porter des masques, etc., etc. Donc la question économique, elle est réelle. Par contre, là où ils n'ont pas encore répondu, c'est comment vont-ils faire pour aider tout le secteur culturel français, les musées, les théâtres, les cinémas, tous ces secteurs culturels pour lesquels, pour l'instant, il n'y a pas des grosses mesures économiques qui ont été prévues. Et eux, par contre, ils vont beaucoup souffrir. De la même façon que le prétexte économique qui est utilisé et qui, encore une fois, est tout à fait réel. Mais comment va-t-on faire avec le sport professionnel français? Vous avez l'un des grands annonces, c'est qu'il n'y aura plus des Ligue 1 ou Ligue 2 de football en France. Effectivement. Quand en même temps,
quand en même temps, en Espagne, on annonce que les entraînements vont commencer à partir du 4 mai et que le championnat espagnol pourrait reprendre au mois de juin. Alors, comment ça fait qu'en Espagne, c'est possible, mais pas du tout en France? Donc, il y a des mesures économiques qui ont été très claires, plus de 7 milliards et demi pour sauver Air France, plus de 20 milliards en tout pour sauver les entreprises stratégiques françaises. Mais par contre, on est en train de tuer le secteur culturel, on est en train de tuer les bars et les restaurants parce que comment expliquer que vous avez tout simplement une limitation de déplacement de 100 km? J'ai écouté un restaurateur qui nous disait, écoutez, 100 km, c'est rien parce que ce n'est pas le monsieur d'à côté qui va venir à mon hôtel. Non, c'est celui qui est en Île-de-France, c'est celui qui est en Alsace, qui va venir à Marseille ou qui va aller à Nice ou qui va aller à Montpellier, mais ce n'est pas le mec qui habite à côté qui va venir à mon hôtel. Donc, il y a tout un secteur culturel mais économique des TPE et notamment donc bars, restaurants, etc., qui vont beaucoup souffrir et pour lesquels on n'a pas encore des réponses économiques. Pour l'instant, la France, effectivement, essaye de se mettre en marche. C'est logique, c'est normal, mais je trouve que le gouvernement devrait être beaucoup plus clair et comme disait Nicolas, pas nous sortir l'histoire des enfants en échec scolaire, etc., 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 parce que la vraie réalité, c'est qu'il faut mettre le pays en marche et pour ça, il faut faire travailler les gens et pour ça, à ce moment-là, dites-le clairement. Alors justement, Stéphane Tiki, dernière question. De toute façon, les restaurants, les cinémas, les théâtres, en tout cas tous ces lieux culturels aujourd'hui, les ouvertures, on n'a pas en tout cas de date précise. Les restaurants, on ne sait même pas si au mois de juin ils ont peut-être une petite chance d'ouverture, mais en tout cas. Mais c'est pas encore précis, voilà. Mais après, effectivement, les cinémas, tous les lieux culturels, ce sera pas en tout cas avant septembre, si j'ai bien compris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait fonctionner l'économie, en tout cas, du pays. Alors, tout à l'heure, Juan Rosé parlait justement d'une aide auprès des grosses entreprises. Bien évidemment, il y a un intérêt par rapport au PIB, justement. Le Premier ministre avait parlé dans l'une de ses allocutions, c'était celle d'avant, d'un déficit de plus de 9%. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, justement? Parce que, comme le disait Juan Rosé, effectivement, la crise économique, elle est bel et bien présente. Donc, on va sortir du confinement. Elle est effectivement présente et d'autant plus présente que l'économie est en arrêt depuis bientôt 42 à 43 jours. La seule peut-être petite bonne nouvelle de l'intervention hier du Premier ministre, c'est que les petits musées vont réouvrir. Voilà, c'est cette petite bonne nouvelle-là dans ce milieu un peu culturel parce que malheureusement, tout le reste restera fermé à une durée indéterminée. On parle de juin, mais on n'en est pas sûr. Je rejoins tout à fait Juan Rosé sur le football parce que c'est vrai que moi aussi, j'étais assez surpris d'apprendre. Bon, écoutez, je crois qu'on a un petit problème de connexion. Malheureusement, bon, de toute façon, c'est dommage parce qu'effectivement, nous aurions bien aimé entendre le point de vue de Stéphane Tiki. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce numéro et je vous dis à la semaine prochaine.